Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans ce 19-20, une heure d'information avec, pour commencer, votre journal régional et local, suivi à 19h30 de l'édition nationale, une heure d'actualité. Donc voici tout de suite le sommaire. François Hollande concentré sur les questions économiques. Le chef de l'État précise les contours du pacte de responsabilité. Il a annoncé la fin des cotisations familiales en 2017 pour les entreprises. Aucune précision en revanche sur sa vie privée. Mais d'abord, dans la partie régionale de ce 19-20, plus de 10 ans après leur licenciement, les salariés de Matra ont obtenu gain de cause. Le Conseil des prud'hommes de Blois a rendu son jugement cet après-midi et condamne l'entreprise à verser 18 000 € de dommages et intérêts à chacun des salariés. C'est notre dossier de ce 19-20, le recensement 2014 avec le compte à rebours qui est lancé dans 2 jours. Les agents vont débuter leur tournée avec notre invité Dominique Perrin, le directeur de l'INSEE Centre. Nous reviendrons sur les dernières statistiques concernant le nombre d'habitants dans la région qui, vous le verrez, est en légère augmentation. Et puis, vous assisterez à une séance photo intimiste, celle des artisans d'Eure-et-Loir qui se mobilisent pour le prochain calendrier. Tout comme les dieux du Stade français, ils ont décidé de se mettre à nu. Une initiative rafraîchissante à découvrir en fin de journal. Mais avant de développer ces titres, revenons tout d'abord sur ce blocage aujourd'hui à la prison de Blois, Benoît. Et oui, Séverine, aucune entrée, aucune sortie. Les surveillants ont bloqué toute la journée les allées et venues de la prison. Un mouvement de grève pour dénoncer les difficultés entraînées par la mutinerie du 19 août dernier. Une mutinerie d'une 60aine de détenus qui avait causé d'importants dégâts suite au décès de l'un d'entre eux. On écoute tout de suite un surveillant au micro d'Alain-Georges Monet. Aujourd'hui, l'établissement connaît une réhabilitation en bonne partie pour améliorer la sécurité. Donc ça, de ce côté-là, nous, il n'y a aucune remise en question. Simplement, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que les moyens humains soient adaptés aux moyens matériels qui sont mis en œuvre, si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là aujourd'hui pour bien faire comprendre à nos responsables qu'il est grand temps de revoir le nombre de personnel qui est dans cet établissement et qu'il est grand temps de permettre justement à ces personnels de pouvoir travailler dans des conditions qui sont convenables, tout simplement. On reste dans le Loir-et-Cher avec, je vous le disais, en titre, les suites du feuilleton interminable de Matra, plus de 10 ans de combat. 320 salariés du site de Romorantin, licenciés en 2003, qui attaquaient leur ancien employeur pour licenciement abusif, ont obtenu gain de cause. Le Conseil des prud'hommes de Blois a rendu son jugement cet après-midi. Ils ont obtenu 18 000 € de dommages et intérêts chacun. Explication Alain-Georges Monet avec Cécile Arnaud-Tuillier. Eh bien, Carlier, il faut l'inviter ici, puis il faut le bloquer un week-end. 2003. L'annonce des licenciements à l'usine Matra de Romorantin avait assommé puis meurtri tout un bassin d'emploi. 314 salariés, depuis cette annonce, ont engagé une procédure contre le groupe Lagardère. Celui-ci vient d'être condamné par le tribunal des prud'hommes de Blois. Le reclassement n'a pas été fait par le Stématra suffisamment, faute d'avoir notifié aux salariés individuellement les propositions de poste au sein du service DEP, qui était le service des pièces détachées. Il s'agissait en fait de l'application de la jurisprudence Alain Lebert, du nom d'un des salariés de Matra, d'ailleurs présent aujourd'hui au tribunal des prud'hommes. Mais cette indemnisation cache également une authentique détresse. Sur l'ensemble des salariés qui ont été licenciés, il y a peut-être 15% qui ont vraiment des emplois pérennes. Mais actuellement, il y en a beaucoup qui subissent des emplois précaires. Malheureusement aussi, ce qui va avec les PSE, c'est les addictions, les divorces, les suicides, etc. Donc là, nous, avec les dossiers Matra, on a un bon sujet pour remettre en cause tous les plans de revitalisation qui font partout après quand il y a une fermeture d'usine. Le groupe Lagardère a 1 mois pour faire appel. Et la trentaine de salariés licenciés en 2002 n'a pas obtenu gain de cause. Et puis toujours dans le Loir-et-Cher, mais cette fois c'est une mauvaise nouvelle pour l'emploi et ça se passe chez Delphi. Et on l'a appris cet après-midi. L'équipementier automobile américain Delphi supprimera 100 postes en 2014 dans son usine d'injection diesel à Blois. La direction française a justifié cette décision par une 6e année consécutive de baisse des commandes des constructeurs français et européens. De leur côté, les syndicats sont en colère. Selon eux, l'entreprise fait des bénéfices au niveau mondial et reverse d'importants dividendes à ses actionnaires. Et autre plan social dont nous vous parlons depuis plusieurs semaines, celui de nos confrères de l'Écho républicain. Une cinquantaine de journalistes et cadres administratifs et techniques ont cessé le travail pendant 1 heure.
Une action pour protester contre le projet de restructuration du groupe Centre France. 26 postes doivent être supprimés. Des salariés qui ont beaucoup discuté aujourd'hui car demain débuteront les négociations avec la direction concernant l'application du plan de restructuration. Principal concerné, le service pré-presse chargé de la fabrication de la publicité. Écoutez ce salarié, il travaille depuis 38 ans au sein de ce service. Là, tout le service est impacté, le service pré-presse disparaît complètement. Donc voilà, perte d'emploi pour tout le monde et en plus difficulté de reclassement parce que il y a une cellule de reclassement qui a été mise en place et il nous a bien été dit qu'on devait complètement changer de métier parce que maintenant ça n'existe plus pratiquement quoi. Il y a plus d'emploi dans notre domaine quoi. Et on revient à présent sur la grogne des usagers SNCF sur la ligne Tours-Orléans qui ne cesse de grandir semaine après semaine, Benoît. Oui, retard, perturbation, désinformation. Les usagers de la SNCF dénoncent les multiples dysfonctionnements. Certains, regroupés en collectif, réclament des dédommagements. Ils estiment avoir droit à un remboursement d'au moins 50% sur leur abonnement mensuel. Fanny Bouteiller et Isabelle Racine sont allées les rencontrer ce matin à l'arrivée en gare. Ce matin, aucun retard annoncé en gare d'Orléans. Une ponctualité qui surprendrait presque certains usagers. Ils sont des centaines, chaque jour, à emprunter la ligne reliant Tours à Orléans. Une ligne qui leur réserve de nombreuses surprises. Ça change tout le temps, c'est varié, et puis de temps en temps il y a des suppressions de train. Donc, Une fois sur 5 il est en retard, donc une fois sur 5 je gueule. Ras-le-bol. Ras-le-bol, ras-le-bol. Voilà. Il y a 2 ans, 120 usagers ont décidé de se regrouper pour protester. Réunis dans le collectif Gare du Val-de-Loire, ils dénoncent aujourd'hui les nombreux dysfonctionnements sur la ligne qu'ils empruntent tous les matins. Au mois de décembre, je dirais que la liaison Tours-Orléans a été catastrophique, avec de nombreux problèmes techniques, suivis de plusieurs jours de grève nationale. Des aléas que ces abonnés pardonnent de moins en moins. Si on prend le train tous les jours, c'est pour aller au travail. On a un patron et il n'est pas spécialement tout le temps compréhensif. On a des objectifs, nous aussi, à respecter et on peut difficilement avec la SNCF qui n'est vraiment plus fiable du tout. Le collectif réclame une compensation à la région et à la SNCF, un rabais de 50% sur leur abonnement de février. J'ai déjà eu l'occasion la semaine dernière de rencontrer le directeur régional de la SNCF pour évoquer avec lui ces sujets-là. Ça n'est pas à la région de réaliser cette compensation, c'est à la SNCF. Les usagers abonnés attendent désormais la réponse de la SNCF. On va maintenant évoquer notre dossier du jour. Il s'agit du recensement. En ce moment, c'est le plein boom du côté des agents recenseurs. Dans 2 jours, la campagne 2014 va démarrer. Ils doivent se partager les secteurs à recenser et suivre des formations pour réaliser leur mission. Nous les avons rencontrés à Ingré dans le Loiret, une petite commune de moins de 10 000 habitants où tout le monde sera recensé, contrairement aux grandes villes où l'on procède par tranche de 8% tous les ans. Reportage Delphine Cros avec Yves Leblois. Cet agent arpente les rues de la commune d'Ingré. Il s'arrête à chaque habitation. Pour lui, c'est journée repérage. Je distribue les feuilles pour avertir du recensement de la population. Donc, numéro 112. Boris Billard prépare sa future tournée. Objectif, localiser tous les logements des recensés. On a des districts, ce qui correspond à des secteurs de la commune d'Ingré. Et les 15 agents recenseurs ont chacun 1 ou 2 districts. Et chacun fait son secteur. Une fois le repérage terminé, les agents sont formés. Ils découvrent les 2 questionnaires que devront remplir les Français. Nombre d'habitants, âge ou encore profession, toutes les données récoltées sont précieuses. C'est permettre au pouvoir public de bien connaître leur population et de pouvoir prendre des décisions selon les besoins de cette population et de leur proposer des infrastructures adaptées. Maisons de retraite, crèches, écoles, c'est vraiment pour eux c'est une donnée fondamentale, le recensement. Répondre aux questions des sondés, les aider à remplir leur questionnaire ou encore gérer les cas particuliers. La tâche est loin d'être aisée, mais le plus dur sera, comme chaque année, de récupérer les bulletins remplis. Il y a des recenseurs qui vont avoir beaucoup de jeunes qui sont encore en travail
qui vont être à contacter plus le soir, donc je pense que ça sera plus difficile. Dès jeudi prochain, les agents reviendront frapper aux portes des habitations et distribueront les questionnaires. Selon les villes, la campagne de recensement durera entre 4 et 5 semaines. Et pour approfondir le sujet, nous recevons sur ce plateau Dominique Perrin, il est directeur régional de l'INSEE Centre. Dominique Perrin, bonsoir, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors cette année, ce sont plus d'1 millier d'agents recenseurs qui ont été recrutés. Sur quels critères ont-ils été choisis et par qui ? Alors, ce sont les mairies qui recrutent les agents recenseurs. Et d'ailleurs, il faut rappeler que ce sont les mairies qui sont responsables de la collecte du recensement. L'INSEE ne vient qu'après pour recueillir l'ensemble des documents qui ont été fournis par nos concitoyens. Sur quels critères alors ? Alors, les critères de recensement, de collecte d'embauche des agents recenseurs relèvent vraiment des mairies qui ont des consignes précises, qui leur sont rappelées par les superviseurs de l'INSEE. Alors, il y en a tout un ensemble, ça serait vraiment trop long de vous les dire, mais de façon à ce que ce soit des agents tout à fait sûrs et performants. Alors, est-ce qu'on a l'obligation d'ouvrir notre porte à ces agents ? Est-ce qu'on peut refuser de leur ouvrir la porte ? Le recensement est évidemment obligatoire quand on est dans la sélection du recensement. Et les agents recenseurs sont munis d'une carte officielle, bleu, blanc, rouge, qui est signée par le maire. D'accord, sinon on va directement au commissariat de police ? Alors on peut se renseigner auprès d'un gendarmerie ou du commissariat. Si on refuse d'ouvrir la porte non, dans ce cas-là, vous savez, généralement ça se passe très bien. Le maire expliquera à ses concitoyens pourquoi il faut effectivement répondre au recensement. Alors revenons donc sur les résultats de cette enquête. La région Centre compte dans ces 5 dernières années plus 1,5% d'arrivants. Comment expliquez-vous ce dynamisme dans la région ? Alors la région est partagée en 3 parties. Il y a une partie au nord que chacun connaît, qui a une démographie très, très dynamique, qui est due en fait au débordement de l'Île-de-France, ce qu'on appelle la périurbanisation francilienne. Il y a l'axe ligérien qui est très dynamique mais qui est autonome, qui ne dépend pas de la démographie francilienne. Et puis il y a le sud de la région qui est un peu moins dynamique. Alors voilà ce bémol, comment expliquer que le Berry, ces 2 départements du Berry sont en baisse de population et je pense principalement à la ville de Bourges qui affiche moins 6%. Alors, il faut regarder les villes et il faut regarder les départements. Ce n'est pas tout à fait la même histoire. Toutes les villes-centres, même Tours, qui est pourtant dans une ère extrêmement dynamique, perdent des habitants. Et on observe ça partout en France. Ce n'est pas dû à la région centre. Alors, et dans les départements du Sud, qui perdent des habitants, comme effectivement dans le Cher ou dans l'Indre, on voit néanmoins des arrivées assez massives, mais qui se font plutôt dans la périphérie, dans les couronnes de ces villes. Et donc les villes perdent effectivement des habitants, mais les campagnes en gagnent plutôt. Alors on voit cet autre enseignement de ces statistiques, il concerne les agents de la fonction publique. Ils seraient moins nombreux que la moyenne nationale, environ 1 emploi sur 5. On voit ça avec Marine de Mazure, on en reparle après avec vous. Professeurs des écoles, policiers ou encore cadres hospitaliers, des métiers très différents mais qui relèvent tous de la fonction publique. Une fonction publique qui, selon les derniers chiffres de l'INSEE, compte plus de 205 000 agents dans notre région, soit 1 emploi sur 5. Des chiffres à relativiser car comparé aux autres régions, le taux d'emploi public est chez nous relativement peu élevé. Le centre ne se situe qu'au 17e rang métropolitain. Des emplois divisés en 3 catégories, la fonction publique hospitalière, la fonction publique territoriale et la fonction publique d'État, qui à elle seule représente plus de 4 emplois sur 10, notamment dans l'éducation nationale, l'intérieur ou encore la défense. La défense qui est d'ailleurs surreprésentée, 6 points de plus qu'au plan national. Enfin, notre région se distingue aussi par son taux de féminisation plutôt élevé. 62,8% des agents sont des femmes. Alors Dominique Perrin, comment expliquer ce phénomène où il y a moins de fonctionnaires dans la région centre qu'ailleurs ? Alors il n'y en a pas beaucoup moins et c'est un peu structurel. C'est-à-dire c'est pas d'aujourd'hui que ça date, c'est un petit peu structurel par rapport à cette région qui est très étendue, qui a des départements ruraux puis qui a aussi des départements très, très urbains. Donc en moyenne, on est plutôt quand même sur ce qu'on voit dans l'ensemble des provinces françaises. C'est pas vraiment très très différent, c'est un petit peu moins. Par contre, ce qui est très différent, c'est l'augmentation, ou plutôt la diminution récente des agents publics dans la fonction publique d'État. Alors ça, on l'observe partout en France, mais aussi dans la fonction publique territoriale, et ça, on ne l'observe que dans la région centre, on ne l'observe pas dans les autres régions françaises. Donc c'est une meilleure maîtrise, disons, de la fonction publique territoriale.
Merci beaucoup Dominique Perrin d'avoir été avec nous sur ce plateau et on poursuit avec cette information concernant la future maison de la culture de Bourges sur les 200 cabinets d'architectes candidats pour la construction de ce bâtiment. 4 viennent d'être officiellement désignés, parmi eux un Tourangeau et un Berruyer, mais il faudra encore attendre le mois de juin pour savoir qui remportera ce projet de 29 millions d'euros. Et on passe au sport, Benoît, avec un mot pour commencer de tennis. Repêché in extremis dans le tableau final, le Blésois Stéphane Robert, né à Montargis, s'est qualifié pour le 2e tour de l'Open d'Australie. Stéphane Robert, 119e joueur mondial, a battu le Slovène Aljaž Beden en 3-7 au 2e tour. Il affrontera le Polonais Michal Przyjęsny, classé 64e mondial. Et au chapitre culture, le festival international de luthier et maître sonneur de Saint-Chartier dans l'Indre et sur la Sellette. Oui, mondialement connu, ce festival pourrait ne pas connaître une 39e édition en juillet prochain. Le tribunal d'instance de Châteauroux vient de prononcer la mise en liquidation du comité d'organisation. Une météo défavorable en 2011 et 2012 et des concerts onéreux n'ont pas amélioré la situation financière de ce festival. Il manque tout simplement 100 000 € dans les caisses du comité d'organisation. Et comme chaque début d'année, les entreprises, les clubs de sport et les associations relèvent de créativité. Pour le calendrier, on connaît les dieux du stade qui posent dans leur plus simple appareil pour le Stade français. Et désormais, il faut compter sur les artisans d'Eure-et-Loir, une première en France. 12 artisanats ont décidé de prendre la pause dénudée pour faire plaisir aux femmes artisans qui seront au centre des artisanales de Chartres en octobre prochain, date de la sortie du prochain calendrier. On voit cela avec Pascal Franco et Didier Lepape, une belle séance shooting photo. Tournez encore un peu plus vers moi, voilà. Là c'est bien. Le temps de trouver le cadre parfait, les modèles d'un jour restent habillés. Pourtant, l'idée de se retrouver en tenue d'Adam sur un calendrier n'intimide pas ce paysagiste. J'ai bien aimé l'idée. Moi, je joue au rugby depuis que je suis tout petit. On en a fait quelques-uns avec Chartres également. Donc, je trouve ça sympa. Ça me va mettre en valeur aussi un petit peu l'artisanat chartrain. Et a priori, ça va être l'année de la femme aussi. Donc, c'était sur le ton de la séduction. Donc, voilà. Donc, c'est à destination de ces dames? A priori, oui. Ou ces messieurs. Enfin, peu importe. De l'autre côté de l'objectif, l'expérience est aussi intéressante. La démarche est particulière parce qu'il faut les mettre à l'aise, il faut qu'ils soient satisfaits de leurs photos également. Donc ça nécessite un échange qui est un peu plus interactif qu'avec des gens qu'on paie pour faire les choses qu'on exige d'eux. Le personnel de l'entreprise où se déroulent les prises de vue est intrigué. La tentation est grande d'aller discuter dans le couloir pour voir ce qui se passe derrière la porte verte, car le calendrier ne sera prêt qu'en septembre. Parce qu'il faut attendre à la sortie qu'au mois de septembre. Ah oui, ça va être long, hein. Ça va être long, c'est sûr. Non seulement il va falloir attendre, mais en plus, le calendrier ne sera édité qu'à 10 000 exemplaires, un peu avant les artisanales de Chartres. Et c'est sur ces très beaux clichés que se termine cette première partie du 19-20. Suivre vos éditions locales en Touraine et dans le Berry, partout ailleurs. On se retrouve juste après la météo pour 7 au centre, consacré ce soir à l'importance des abeilles. Je vous dis donc à tout de suite. Merci. Attention aux petits coups de froid passés.